Je m'appelle Michel Bier. Je suis arrivé dans les camps et à Arthur-Fleury notamment en 49. Oui, en 49, j'avais 2 ans. Avec mes parents, je suis le troisième d'une famille de 11, comme toutes les grandes familles. Alors je sais, c'était des spécialistes des grandes familles. J'ai fait toute ma scolarité à Gonfreville, tout le primaire, du moins, puisque après, ce que je me rappelle de l'époque, je crois qu'on pourrait parler de Madame Perdriel qui nous faisait manger à table, qui était très gentille avec tout le monde, parce que bon, on n'était pas spécialement des anges, même tout petits. Bon, il y a eu pas mal de femmes femmes de service qui sont passées, que je ne me rappelle pas le nom malheureusement, et qui sont aussi méritantes. J'ai fait ma première classe en primaire avec Madame Le Guaster, dans sa classe. J'en ai gardé de très bons souvenirs. On apprenait très bien avec cette personne, qui était très gentille d'ailleurs. Ensuite, j'ai fait un passage avant Pagès. Il y avait une classe avant Pagès. Je ne me rappelle plus tellement. Ouais. Tu as des souvenirs avec Pagès? Ouais, j'ai des souvenirs avec Pagès, oui. De très bons souvenirs. C'était un prof, enfin, c'était un institut très dur. On ne peut pas dire méchant, mais très dur. Il rigolait pas. Mais par exemple, il avait un grand cœur. J'ai une anecdote à ce propos, c'est que lors de notre premier voyage en Angleterre, ça c'était un peu plus tard, il y avait un élève qu'on croyait qu'il ne pouvait pas sentir, qui lui a fait plein de misère, et c'est lui qui lui a payé son voyage en Angleterre parce que ses parents ne pouvaient pas lui payer. Et cette anecdote, ça m'avait frappé d'ailleurs. Et pourtant, il avait une réputation d'un style très difficile. Très dur. Ouais, très dur. Ensuite, je suis allé chez Morer, Monsieur Morer, qui était, ma foi, assez sympa. Tant qu'on travaillait bien, ça allait avec lui. On ne peut pas dire qu'il soit. Il était plus dur avec son fils, son fils qui était dans notre classe, qu'avec les élèves. Et lui, avec lui aussi, on apprenait pas mal. Ensuite, il y a eu le Prince. Le Prince qui était le spécialiste du dessin à main levée, qui faisait le portrait de pas mal de ses élèves, dont moi, qui nous apprenait également quelques pièces de théâtre. Je me rappelle notamment Le Bourgeois Gentilhomme de Molière. Il nous a appris pas mal de séquences du Bourgeois Gentilhomme. On écoutait également c'est la première fois de ma vie que j'ai écouté de la musique classique. Et grâce à lui, d'ailleurs, on peut dire que je suis devenu un féru de la musique classique. Et ça date de cette époque-là. Et je me rappelle, le premier morceau qui nous avait passé dans la classe, c'était la farandole de l'Arlésienne de Bizet. Et vraiment, ça m'a marqué. Et je l'ai toujours, d'ailleurs. J'ai toujours ce morceau dans la discothèque, dont d'autres maintenant, puisque depuis ça. Ensuite, bon, c'était Monsieur Le Guaster, à l'époque du certificat d'études. C'était l'époque des grosses bêtises, notamment, qui se faisaient en groupe ou parfois seul. Comme souvenir chez Le Guaster, oui, j'avais mon frère, on était dans la même classe, mon frère et moi, mon frère Daniel. Oui. Ouais. On était dans la même classe et bon, surtout, on apprenait pas mal. C'est vrai qu'il y a une chose que je tiens à dire à propos de l'école d'Orchies, de l'école primaire d'Orchies, c'est qu'on apprenait vraiment bien. Plus tard, quand je suis allé au collège, le niveau que j'avais était vraiment pas mal par rapport à ceux avec qui je me suis retrouvé. Ouais. Ce qui prouve bien que, bon, bien que ce soit un camp, soi-disant de réfugiés ou
Zonaire. À part de Zonaire, le Gonfreuil de Lorcher. Je crois que maintenant, d'ailleurs, on peut voir les gens de mon âge, tous les gens de mon âge qui sont passés par cette école-là. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été laissés sur le bas-côté, ou qui sont à la rue. Je crois que tous ont une bonne situation. Une bonne réussite sociale. Ouais. Voilà. Oui, je voudrais revenir un peu sur l'école, sur la manière dont ça se passait. D'un côté, il y avait l'école des garçons, de l'autre côté, l'école des filles. Et la cour, qui était une cour unique, était séparée par un talus, côté filles, côté garçons. Ce qui fait que les filles n'avaient pas le droit de venir chez les garçons, ni les garçons chez les filles. Il y avait interdiction de passer ce fameux talus. Alors, pour rejoindre nos petites copines, on s'envoyait des petits mots par-dessus le talus. Et un peu plus tard, ils ont construit un préau qui rejoignait les deux, école des garçons et école des filles, mais avec une séparation. Donc, et ce préau nous a bien servi, puisqu'on pouvait passer derrière, sans que les instituts le sachent, on passait derrière, on se rejoignait avec nos copines. Derrière ce préau, ça évitait les petits mots qu'on balançait par-dessus le talus. Oui, alors, au camp, j'habitais dans le 3e îlot, 96 Sud. Cité Arthur Fleury, j'habitais exactement, voilà. Ce qui représentait le 3e îlot. Comme ça a été dit, je crois, dans une fois précédente, ou dans le film précédent, il y avait des gens qui habitaient dans le même baraquement, famille au nord, famille au sud. Donc moi j'habitais au sud, il y avait, faisait une allée avec 4 baraquements, une plaque au milieu avec l'éclairage, un poteau éclairage au milieu de la plaque qui servait énormément d'ailleurs ce poteau et cette lumière. Parce que quand les gens se faisaient couper l'électricité, il y avait toujours une bonne âme, un électricien dans le coin, mon père en l'occurrence, qui faisait un branchement occulte et qui redonnait l'électricité à ces gens. Et on peut dire que une bonne partie des gens de Gonfreville ne payaient pas l'électricité comme ça. Ce qui, à l'époque, effectivement, était important dans la mesure où on n'avait pas trop les moyens. Les parents, je me rappelle, allaient travailler à pied. Bien souvent, ils travaillaient à la CFR à l'époque, à la construction de la CFR, où ils descendaient la côte à pied, traversaient le canal avec la petite barque, en plein hiver. Alors pour s'en sortir, il y avait plein de solutions, quoi. Faut pas non plus. Il y avait notamment glaner les patates, par exemple, ou aller ramasser les pommes, ce qui me ramenait un petit peu d'argent et ce qui me ramenait les pommes de terre à la maison. Chacun avait son petit jardin, son petit potager. Vous faisiez les légumes, d'ailleurs, il y avait un concours à celui qui sortirait les plus beaux légumes. Ça, c'était classique. C'était la débrouille, quoi. Ouais, c'était la débrouille. Il y avait aussi des commerçants ambulants qui passaient dans le camp. Qu'est-ce que tu te rappelles comme commerçant ambulant? Tu te rappelles de... Oui, je me rappelle plus comment il s'appelait lui avec sa petite... Tu as connu le marchand de peau de lapin aussi? Ouais, le marchand de peau de lapin, bien sûr. Ouais, le ferrailleur. Marchand de crevettes? Marchand de moules. Marchand de moules. Il venait avec sa boîte pour vendre des litres de moules. Ouais. On allait d'ailleurs à la pêche, on allait à cette époque-là. On allait jusqu'à la Valleuse, à Hauteville, chez Tric, Tourteau, etc. Ils nous ont ramené. Bon, puis il y avait aussi les mûres, la saison des mûres, la saison des châtaignes. Il y avait le verger du comte d'Harcourt l'été, quand on allait se baigner au canal. On faisait un petit passage par le verger du comte d'Harcourt, de manière à faire quelques provisions, pour ne pas mourir de faim l'après-midi. Bon, il y avait les 7 mers où on s'amusait très bien également. 7 mers, c'est un endroit mythique pour les jeunes de l'époque, les jeunes d'Orcher. Monter jusqu'à la grotte, au haut de la colline. T'as baigné dans les mers, toi, là-bas? Oui, surtout dans la 2e. Ouais. Et tu sais ce qui est arrivé dans ces mers-là? Tu sais ce qui est arrivé dans ces mers-là, l'eau? Ce qui est arrivé, je ne sais pas trop ce qui arrive. C'était pas les égouts encore à cette époque-là. Après, c'est venu les égouts, mais à l'époque, c'était pas les égouts. Et je vais te dire pourquoi on prenait du cresson dans ces mers. Et le cresson, ça ne pousse que dans l'eau claire.
et dans l'eau limpide. Et il y avait des endroits où on cueillait du cresson. Dans ces mares-là? Ouais, ouais. Il y en avait également à la source. Tu te rappelles, il y avait une petite source qui alimentait les mares d'ailleurs. Il y avait également du cresson. Pour parler de nos amusements de gamins à l'époque, on avait des jeux qui étaient plutôt des jeux de construction. Notamment une fois, on avait voulu construire un petit fortin, une espèce de ranch, pour jouer aux Indiens. Et on avait été chercher les arbres qu'il nous fallait, parce qu'il nous fallait des jeunes arbres, et bien droits, bien dans les bonnes conditions. On avait été les chercher dans une pépinière qui appartenait à la comtesse d'Harcourt, à l'époque. Et nous on le faisait de bonne foi, puisqu'on se les trimballait de là-bas, sur les épaules jusqu'à venir. Ça n'avait pas de fainéant. Alors, tu avais une file indienne de gamins avec des arts sur l'épaule, tu vois, en chantant, qui amenait ça. Sauf que, bon, c'était une pépinière, effectivement, on a participé à sa destruction. Là, je dois reconnaître que, bon, derrière, c'était pas très plaisant pour les gens à qui ça appartenait, mais nous, on avait passé un beau moment. On avait passé une bonne partie de l'été, d'ailleurs, à construire ce truc. Ouais. On vous l'a pas démoli quand même après, oui? Ah, si. Bah, c'est nous qui l'avons démoli, puis il y en a qui prenaient le bois pour autre chose. Pour chauffer? Ouais, c'était du bois vert, hein, pour chauffer, c'était pas tellement évident. Oui, on fabriquait des lance-pierres, avec des chambres à air de voiture, des arcs, des flèches, pour jouer aux Indiens. On avait des arcs qu'on faisait nous-mêmes, et qui étaient très bien, qui avaient une grande portée. Et quand on faisait bien les flèches, bien alourdies au bout, il y avait pas mal de précision. On faisait d'ailleurs des concours de précision au tir à l'arc. Qu'est-ce qu'on construisait? On faisait pas mal de choses nous-mêmes. On construisait également des carrioles avec des roues de poussettes qu'on récupérait à droite à gauche. C'est pas ce qui manquait dans le camp. Et on descendait la côte d'Orcher avec. Et plus tard, on la descendait en patin à roulettes, cette côte. En faisant attention aux cars qui arrivaient à l'époque, parce qu'il y avait des cars d'acier énormes. On descendait la côte d'Orcher. En patin à roulettes, la côte qui est là, la côte. Non plus loin. Ouais. Au boulanger, là-bas. Ah oui, celle-ci, oui, tout à fait. On descendait ça en patin à roulettes, et avec les carrioles surtout. Avec les carrioles, on finissait assez souvent dans le décor. Mais... Alors on avait la chance, à Gonfreville, comme toutes les cités ouvrières très riches d'ailleurs, d'avoir un cinéma qui s'appelait le Capitole, et qui était en semaine le rendez-vous des rendez-vous galants des jeunes, puisque derrière le Capitole ça marchait très bien aussi. Et le week-end, qui donnait des spectacles, notamment le cinéma. Et ce que je me rappelle moi surtout, c'est du temps de ma scolarité, les films de Charlot. Les premiers Charlots que j'ai vus, c'est au Capitole. C'est des vieux Charlots, effectivement. Les premiers que j'ai vus, c'était au Capitole. Alors on y allait en rang par deux avec l'école. C'était, je ne peux pas dire que c'était une récompense. Je pense que c'était à l'époque des fêtes de Noël, donc c'était un petit cadeau que la municipalité faisait. Il y avait des spectacles aussi, tu te souviens pas? Je me souviens pas trop, non. Non, c'est vrai que non. Capitole. Oui, de temps en temps à l'entracte, il y avait des prestidigitateurs ou des... Effectivement, oui, des jongleurs, des prestidigitateurs qui venaient se produire de temps en temps à l'entracte. Tu te rappelles un peu de l'entrée de ce cinéma, comment c'était fait Le cinéma par lui-même, c'était une demi-lune en tôle, sur lequel ils avaient fait, genre style western américain, une grande façade, une grande devanture. Et puis maintenant que tu repenses à ça, le bar, ça te choquait pas le bar juste à l'entrée à l'américaine? Oui, bien sûr, mais c'était obligatoire à Orcher, un bar. D'ailleurs, il marche aussi bien que le cinéma. Je me présente, Claude Lemillot,
né le 10 juillet 47, donc j'ai donc 58 ans maintenant. Et je me remémore entrée enfant au premier camp. Donc ma mère m'a raconté, évidemment, comme j'avais 6 mois, je ne peux pas avoir des souvenirs propres, donc ma mère m'a conté cette entrée. C'est bon, alors vous étiez sur le Havre, quoi, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, alors, ma mère, puisque j'avais que 6 mois, Mhm. mes parents habitaient rue d'Estimoville au Havre, donc le quartier portuaire, donc Saint-François. Donc on était réfugiés dans l'Oise, à Margny-aux-Cerises, près d'un petit patelin qui était à côté de Noyon, entre Noyon et Compiègne, donc où je suis né à l'hôpital à Noyon. Mes parents sont revenus sur le Havre revoir leur logement. Bon, évidemment, car ce quartier était dévasté, comme vous le savez tous, avec des bombardements qu'il y avait, et donc plus de logement, quoi. Il n'existait plus. Donc le père, les parents, quoi, et donc on est plus mes frères et sœurs, en tout on était 10. Il a fallu, donc les parents ont fallu qu'ils cherchent un relogement assez rapidement. Donc, évidemment, comme ils étaient à la rue, ça n'a pas été facile. Et mon père a eu la chance de rencontrer un copain et lui a dit t'as plus de logement? Ben, il a dit bah non, je suis à la rue avec mes gosses. Et M. Connard, donc son copain, lui dit bah écoute, il y a les camps américains là-haut, il faut les squatter parce que tu vas faire comme moi, tu vas rentrer par effraction, mais au moins tu auras un logement pour ta famille. Tu feras comme moi, tu casseras une fenêtre et puis au moins tu viens avec moi, puis on y va. Bien, nous étions dans ce logement, là, évidemment, très contents de retrouver un foyer et puis essayer de retrouver une vie normale. Hein. Mais malheureusement, le malheur est apparu 4 ans après, j'ai perdu mon père, j'avais 4 ans. Donc ma mère restait seule, les petits-enfants, la vie n'était pas drôle tous les jours. Mais on a survécu, on faisait tout ce qu'il fallait, surtout les aînés, les frères et sœurs, pour l'épauler. Et puis il fallait bien vivre. Donc les temps étaient vraiment durs. Bon, pour mes souvenirs d'école, je peux dire une chose, c'est que je n'ai jamais été à la maternelle. J'ai eu une grave maladie, donc je ne pouvais pas, je restais à la maison, et ce qui fait que mes souvenirs débutent de la grande école. Donc, à cette époque, M. Barbier était directeur de l'école des garçons, comme il y avait 2 écoles, l'école des filles qui était séparée et l'école des garçons. Ma première institutrice, je me rappellerai toujours d'ailleurs, c'était Madame Pindon. Quand on faisait des conneries, à l'école, la punition c'était d'aller sur le bureau. Bon, là on rigolait, franchement on rigolait. Et c'est des souvenirs affectés, bien sûr, surtout par un gamin de 6 ans. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, voilà. Je suis obligé de rire. Bon, ensuite, des copains d'école, comme un peu plus tard, j'ai souvenir avec Maurice Cardin. Là, on se battait pour la première et la deuxième place, pardon. Tous les mois, chaque mois, c'était lui ou moi. Alors donc, et là-dedans, il y avait un petit jaloux. Et d'ailleurs, que vous connaissez tous, c'est Marcel Gislin. Et là, à récréation, souvent, on châtaignait. On s'empoignait, moi et lui, régulièrement. Bon. Mais ça ne nous a pas empêché de rester amis, bien sûr. Oui, en parlant des baraquements, je me souviens que, comme, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc les premiers camps étaient numérotés vraiment en 53. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de numéro, il n'y avait pas de référence. Donc mon père, qui était peintre en bâtiment, pour marquer un peu son terrain clair, si vous voulez,
sur son baraquement, l'entrée, dans les séchoirs. Il y avait des séchoirs, il y avait des laveries, les toilettes à l'extérieur, bien sûr. Et lui, pour marquer ça, avait fait un pochoir d'écureuil. Donc, comme il était surnommé lui-même l'écureuil par ses copains, parce que comme il est pas, comme moi, il n'est pas très imposant, il n'était pas très imposant, il était à peu près à ma taille, ce qui fait qu'il était surnommé l'écureuil. Donc, il y a, sur tous ces bâtiments, partout où il badigeonnait un écureuil de manière à marquer ces endroits. Voilà. Donc il a gardé ça comme surnom alors Comme après. surnom, ah oui, c'était son surnom. Ok, d'accord. Il y a à l'époque, comme vous en doutez, il n'y avait pas beaucoup de distractions, hein. Il n'y avait pas de télé, bien sûr. Il n'y avait que la radio à la maison et surtout au moment des informations, alors là, silence complet. Donc, les gamins, basta, hein, calme. À part ça, il fallait bien se distraire. Donc, évidemment, bon, il y avait la rue, donc il y avait des esplanades, hein, on allait soit dans les bois, il y avait le Mougabert, où des gens habitaient d'ailleurs encore. Dans les blocos on allait dans les blocos, oui. Et l'été, on allait se baigner, traverser le bois, le petit pont, là, on allait sur Bornay, et on se baignait dans la rivière de Bornay. Bon, à part ça, c'était l'été. Et entre autres distractions, il y avait aussi donc les vaillants qui étaient un genre de petite colonie de vacances, un genre de petite colonie de vacances qui nous occupait. Et là, on faisait des scénettes, pièces de théâtre, un truc comme ça. Il y avait de l'occupation, papier, peinture, enfin bref, tout un peu comme des centres de loisirs maintenant, mais avec beaucoup moins de moyens que maintenant, hein, il faut reconnaître. Et autrement, bon, bah, Vous n'avez pas de cinéma, vous? Si, de temps en temps, il y a la salle des fêtes. Il y avait mon cousin, donc le NF, là, qui tenait un petit magasin de jouets à premier camp. Et lui s'occupait de temps en temps à projeter des films dans cette salle. Et ça, évidemment, avec les coupures, comme vous imaginez bien, c'est pas le cinéma de maintenant. La caméra était apparente et à chaque bobine, l'entracte. Hein. Ça, c'était folklorique, mais enfin, c'était l'époque. Mais enfin, ça nous distrayait, on pouvait au moins voir le film. Et bon, bah, pour le point de vue cinéma, autrement. Petits balles? Les petits balles? Les petits balles, la salle des fêtes, mais comme moi j'étais trop jeune, nous on regardait évidemment que par les fenêtres, avec mes copains, mais on n'avait pas le droit d'entrer bien sûr. Et ce qui nous a marqué aussi, c'est évidemment, bon, il y avait quelques échauffourages, donc les videurs qui sortaient, les mecs, et puis qui se châtaignaient dehors, c'était notre lot, on était obligé de rigoler, quoi. Enfin, évidemment, il y avait quelques verres qui avaient peut-être abusé un peu, bon, ça c'est la jeunesse de l'époque, et puis bon, voilà. Voilà sur le sujet. Merci. Oui, au point de vue animation, de temps en temps, enfin, je pense, c'était quand même assez fréquent. Mais la fréquence, je ne me dirais pas trop, mais de temps en temps, il y avait des accordéonistes qui venaient sur la place. Donc, ils jouaient l'accordéon, et ça durait bien une bonne heure. Et en même temps, ils chantaient. Et ensuite, à la fin, eh bien, ils vendaient leurs partitions à ceux qui voulaient acheter. Donc il y avait toutes les chansons dessus sur leur répertoire. Et j'ai même vu des gens danser le temps qu'ils jouaient de l'accordéon. Et à ce propos, je ne suis pas sûr, mais je crois, il me semble, dans mes souvenirs, avoir vu Yvette Horner dans tous ses débuts. Elle était assez jeune, et je me rappelle encore, c'est comme maintenant la coiffure à peu près, donc un peu coiffée à l'arrière, et noir de cheveux, et ses grandes dents, là, je sais pas, ça c'est un souvenir, enfin.
Puis aussi, il y avait les festivités le 14 juillet, que j'aimais bien. J'étais gamin, mais là, on riait aussi, parce que déjà, on avait des friandises, ce qui était rare quand même, et les animations, donc les adultes. Alors, évidemment, il y avait les poissons secs pour les adultes. Ce qui nous faisait plus rire, bon, c'était surtout les adultes qui participaient, parce que bon, nous-mêmes, on avait des occupations, là, comme on fait maintenant pour les gamins, mais ça, c'était pas trop mon fort. Mais ce que je me rappellerai toujours, c'est le baptême des tropiques. Alors ça consistait, il y avait deux adultes, un qui tirait la charrette, parce que à ce moment-là, c'était une charrette. Donc l'autre était dessus avec une perche, et puis il y avait un seau. Et sous le seau, il y avait un anneau. Il fallait engager la perche dans l'anneau. Si malheureusement il loupait l'anneau, évidemment, il percutait le seau. Alors, automatiquement, le seau plein d'eau, là, évidemment, on se bidonnait, on rigolait, c'était formidable. Pour nous, c'était une époque, déjà une récréation. Bon, et ensuite, bon, il y avait les rafraîchissements. Donc, il y avait à l'époque, c'était Madame Guillemard qui tenait le café. Et donc, son fils Yves, que je me rappellerai très bien, qui était un peu plus âgé que moi. Et donc, donc le rafraîchissement se passait automatiquement au bistrot du quartier. Et là, chacun se remémorait aussi bien les voisins. Bon, c'était convivial, vraiment un moment convivial, et puis d'autant plus que les étés, à cette époque-là, étaient plutôt bien marqués que maintenant. L'hiver faisait froid, très froid, et les étés très chauds. Et ce qui fait que maintenant, on ne voit plus trop ce climat-là. Voilà pour une anecdote comme une autre. Merci. Et maintenant, nous allons parler de... Enfin, là, c'était encore le premier camp. Donc, Marcel Grandon n'était pas encore dénommé. Donc, à cette occasion, j'ai souvenir que ma mère m'a présenté Madame Gondouin, et qui m'a expliqué l'histoire de son époux, parce que évidemment moi j'étais trop jeune pour... donc j'ai bien connu cette dame-là, je me souviens avoir vécu ce moment-là, que ma mère m'a présenté cette dame, qui a d'ailleurs resté à mon avis, pas très longtemps au premier camp, mais enfin, ce qui fait que la dénomination du camp Marcel Gondouin vient du nom de son mari Marcel. Bien sûr, comme peut-être que tout le monde ne sait pas, et qui a été fusillé. Donc, c'est en son souvenir que cette cité a été proclamée Marcel Gondouin. Ce qui me revient aussi excusez-moi de sauter du coq à l'âne, dans les distractions, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas grand-chose. Donc il fallait s'occuper. Donc des copains, genre Jean-Pierre Bussy, Jean-Claude Bussy, moi-même et d'autres, bien sûr. On pouvait être 7 ou 8. Donc comme on avait, quand on pouvait avoir quelques sous, on s'achetait des bonbons. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, les bonbons de la Piquichon. Donc dessus, à chaque emballage, il y avait des points à conserver. Donc on se cotisait, et puis on allait se ravitailler chez Madame Semant, que vous connaissez, enfin que les anciens du premier camp doivent se rappeler, qui tenait une épicerie et café-épicerie. Bonbons, et puis bien sûr, donc parfois il y avait quand même, on allait chaparder, chez elle, gentiment, mais comme tout gamin a pu faire. Et je me souviens encore une anecdote. Une fois, j'ai été pris la main dans le sac. J'ai plongé la main dans le bocal, mais vous savez, le petit bocal qui était incurvé comme ça, avec le petit hublot, le petit rond là, on mettait la main. Au manque de chance, en refermant, j'ai pas pu en retirer ma main, évidemment, parce que j'ai pas eu l'esprit assez vite de lâcher les bonbons. Et j'ai été pris par la fête en même semaine. Ça, c'est une anecdote. Et donc, pour en venir à ces fameux bonbons,
on gardait les points et au bout de certains points, il fallait, pour notre club, on avait surnommé la Pique qui chante, par rapport à ces moments. Donc on avait envoyé un certain nombre de points pour recevoir à Fagnon. Et comme nous, on se réunissait, on avait fabriqué une cabane, évidemment, comme tout gamin. Et pour orner cette cabane, il nous fallait un fagnon. Donc, on a envoyé ces points, on a donc reçu ce fameux fagnon, club de la Pique qui chante. Donc, évidemment, on l'a arboré, on était heureux comme tout d'avoir reçu ce fagnon. Et sur la cabane, évidemment, on a un bout de bois, hein, et puis on était fiers de notre fagnon. Et à chaque fois qu'on partait de notre petite réunion, et là, le fagnon, il fallait l'enlever, parce qu'on n'avait peur de se le faire chaparder. Alors là, encore une petite anecdote, c'est que c'était pas un seul qui devait le garder. On se le passait à tour de rôle, et de façon à ce que c'était un peu notre emblème à tous. Alors donc, il ne fallait pas que ce soit un seul. Là. On se le passait régulièrement, de manière à ce qu'il fasse le tour. Et puis, c'était comme celui-là qui avait la garde. Alors là, c'est dit, attention, il ne fallait pas qu'il perde. Hein. Oui, j'ai un souvenir qui me revient ça, c'est toujours sur les camps. Fortuitement, 94, 95. J'étais donc invité en famille à une communion. Donc ça se passait à Grand-Frère-Ville-d'Archy Centre, chez au bar tabac, pas de tabac, mais au bar que vous connaissez tous chez Comont. Donc il y a la salle en bas, donc je faisais la communion dans la cour. Et moi et mon cousin, vous connaissez certainement, c'est Tintin le Sueur, qui faisait la communion de son fils. Bon, mais tu viens, on va prendre une bière en haut, là. Bon, ce qui fut dit fut fait, et puis on se commande notre bière. Et à table, deux étrangers. Et qui s'exprimaient difficilement en français. Donc, on n'en fait pas trop cas, on prend notre bière, comme on était presque côte-côte. Il y a l'Allemand qui s'adresse à nous deux, un des deux Allemands, le plus jeune d'ailleurs, qui nous demande si on avait des souvenirs sur Grand-Frère-Ville-d'Archy, ou s'il y avait un camp de prisonniers, si on connaissait un camp de prisonniers, un ancien camp de prisonniers allemand. Sur le coup, Tintin, il réfléchit, puis il me dit, toi Tico, tu es un peu plus vieux que moi, tu te souvenir de ça? Alors, sur le coup, je dis, bon, bah, attends, on va voir. Et puis, je me souviens, j'ai pris on finit notre bière, donc on discute avec ces deux étrangers, là. Et puis, le plus jeune me dit, est-ce que vous auriez 10 minutes à me consacrer? Je dis, bah, bien sûr. Bon, la communion, ça va bien attendre, on sera là. Il me dit, j'ai ma voiture. Il me dit, mais là, j'ai mon oncle, c'était son neveu. Il dit, j'ai mon oncle qui voudra bien, qu'il ait été prisonnier, là, à Grand-Frère-Ville-d'Archy, il voudra bien retrouver son boire où il a été prisonnier. Donc, ce qui fait que j'avais un vague souvenir. Ce qui fut dit fut fait, il m'emmène en voiture. Donc je les guide, comme c'était, vous voyez bien, du café pour aller à l'ancien Capitole. C'est tout droit, hein. L'ancien Capitole, c'était l'ancien cinéma du deuxième camp. Et donc, là à côté, à cette époque-là, il y avait des prisonniers, quelques prisonniers allemands qui étaient, donc évidemment il y avait encore des Américains, qui étaient internés dans ce truc, dans cette maison, là, je pense que c'est l'ancienne maison de Madame Gibon, que vous connaissez tous, c'est la seule qui restait encore debout. Et puis, donc il s'appelle, il m'a dit son nom, Walter Philippe. Ce qui fait que cet homme-là,
j'ai vu une émotion dans ses yeux quand il a vu, bien qu'il ne restait plus grand-chose, il n'a vu plus rien. Mais il est resté longtemps, enfin longtemps. Celui-là, il est resté au moins 4 minutes à regarder, silencieux. Puis d'un seul coup, il me dit merci. Et donc on est revenu chez Commun. Voilà, donc, ce qui fait qu'on a repris une consommation ensemble, tous les 4. Et puis, et là, une amitié est née. Et là, il est revenu l'an d'après. Je l'ai présenté à Jacques Everard. On a été voir à la mairie, donc je l'ai présenté à l'époque. Donc on a pu voir les plans. C'est l'époque où j'ai vu le seul plan du premier camp, d'ailleurs, aussi long que la table, seul, mais en très mauvais état. Alors ce qui fait que, exceptionnellement, Jacques Everard l'a fait. Enfin, il y avait le premier camp, le deuxième camp, le troisième camp, donc 3 grands plans. Hein. Ça fait tout ça, hein. Donc en plusieurs morceaux, bien sûr, et en très mauvais état. Ce qui fait que Jacques Everard, il a présenté les plans, parce que comme évidemment sur le terrain il n'y avait plus rien, il a pu voir sur les plans de l'époque. Donc ces documents sont sortis des archives de Gonfreville, exceptionnellement et très rarement. Ce qui fait que la population, je dirais, très peu de gens peuvent les voir. Ils sont trop fragiles pour être exposés. Voilà pour cette anecdote de cette amitié née entre un ancien prisonnier allemand et un Français. Quand j'ai débuté au camp Philippe Maurice, tout le monde m'appelait Eliane. Et mes parents ayant été sinistrés, on leur a alloué un commerce à Gonfreville. Et mes frères faisant des études, maman m'a dit, ben le veux-tu? Alors je l'ai pris. Mais j'ai commencé dans des périodes très difficiles, très très difficiles. Je montais la côte à pied ou en vélo, ou alors avec la CNA quand le monsieur voulait bien me prendre dans le milieu de la côte. Et puis j'ai ouvert ça dans le premier baraquement où les prisonniers allemands venaient encore pour manger. On m'avait fait une petite alcôve avec des grandes planches que je fermais le soir. J'emmenais ma balance chez une voisine pour pas qu'elle soit volée. Et puis, au bout de quelques mois, il s'est trouvé qu'il y a eu un autre baraquement de libre qui m'a été alloué par M. Courant à ce moment-là, qui était le maire à la reconstruction, et puis qui m'a donné des... Je suis obligé de recommencer. Je m'excuse. C'est pas grave. Je vais peut-être avoir soif, il va falloir que vous me payiez un coup à boire. J'ai fait des erreurs de manipule. Et comme ça vous a permis de réviser un petit peu, maintenant ça va être bien. Allez. Non, moi je connais des filles qui sont. Même s'ils sont corrects. Bon, ben voilà, mes parents ayant été sinistrés, on nous a octroyé un baraquement au camp Philippe Maurice pour donner le ravitaillement aux personnes qui habitaient. Et mes parents m'ont alloué ce baraquement parce que j'avais pas vraiment de métier, j'avais pas pu faire d'études pendant la guerre et mes 2 frères étaient en cours d'études. Alors j'ai ouvert ça dans un baraquement où venaient les prisonniers allemands et à l'heure de midi, ils venaient manger avec leurs trucs écrits dans le dos et surveillés par des Américains. Et on m'avait alloué un petit coin de ce baraquement avec des planches de bois. Et je fermais ça tous les soirs. Et tous les soirs, j'emmenais ma balance chez une voisine pour pas qu'on me la pique. Et puis, j'avais comme voisine une dame, comment elle s'appelait, madame comment je disais tout à l'heure, qui était très gentille, qui me débrouillait tout le temps, qui m'appelait Eliane par-ci, Eliane par-là. Parce que tout le camp m'appelait Eliane, c'était mon nom. Et après, je suis devenue Madame Verrier en cours de 48. Et en 48, au début de 48, on nous a alloué un autre baraquement, mais ça n'a duré que quelques mois. Et après, vraiment un baraquement très très bien, avec un beau logement et une grande épicerie. Et on avait fait monter une réserve en dur derrière pour mettre nos courses.
pour mettre le ravitaillement, le vin, enfin les boissons, parce qu'on en débitait pas mal. Hein. Le camion montait tous les jours. Et nous sommes restés là-bas 4 ans. Et puis, au début, c'était très très bien, tout le monde s'entendait bien. Et puis après, il y avait un petit peu de discussion. Il y avait des difficultés financières. Il fallait faire beaucoup de crédits. Et puis, c'était des fois difficile. Mais enfin, on avait des très très bons voisins et que j'ai retrouvés bien des années plus tard. Et puis, qui ont continué à venir chez nous quand on a repris un commerce. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, que je peux vous dire autrement. Oui, donc vous avez côtoyé quand même un peu les Allemands et les Américains. Alors les Allemands et les Américains, oui. Et il n'y avait pas de problème avec eux Ben non, parce que c'était des prisonniers qui étaient surveillés. Hein, puis vous savez, après ce qu'ils avaient subi, les Allemands, ils étaient bien tranquilles. Hein, ils arrivaient dans la baraque, ils avaient peut-être fait du terrassement ou des trucs comme ça, ils étaient fatigués. Hein. Alors ils allaient manger et puis ils ressortaient une demi-heure ou 3/4 d'heure après et puis ils repartaient au boulot. Donc vous avez vu aussi arriver tous les gens dans tous ces baraquements. Ah mais il y avait des gens, il y en avait déjà au début qui étaient en il y avait place. des pompiers, il y avait une assistante sociale qui était très gentille dont on sortait le gosse quand on sortait avec les nôtres. On a vu, puis après on a vu tout le monde arriver, tous les autres commerces arriver les uns après les autres. Hein. Je me rappelle en face, il y avait une mercière, c'était un jeune couple, mais qui avait 100 ans à eux deux, et elle a eu son bébé, une petite fille, en même temps que j'ai eu mon garçon. Alors quand elle a été chercher sa prime à la naissance, on lui a demandé quel âge elle avait. Elle a dit, moi je viens chercher ma prime de jeune mariée, j'ai eu un bébé 1 an après mon mariage, quel âge vous avez? Alors elle devait avoir 46 ans, puis lui 56 ou 57. J'avais des photos d'eux, mais j'ai dû les donner à mon fils. Ils étaient assis sur des cageots à légumes, vous savez, tous les deux, en train de lire les journaux du Havre à l'ouvert, tous les deux gamins. Elle était bien. Mais j'ai dû la donner à Dominique, parce que j'ai donné beaucoup de photos à mes enfants, j'ai fait du tri dans ça. Mais enfin, je vous assure, ils descendaient des fois, on avait une vieille, une de dure-bouton. Mon père, une voiture qu'on avait récupérée, qui avait passé à travers le feu, c'était un vieux mécanicien qui avait retapé ça. Alors des fois, à 6 h du matin, il me disait, il faut que tu m'aides à pousser. Alors heureusement que devant le magasin, c'était une porte, alors ça avait trop. Eh, chut, le monsieur va plus m'entendre. C'est difficile à parler à ce endroit. Et puis, qu'est-ce que je veux dire au niveau, est-ce qu'il y avait des médecins? Il y avait une pharmacie? Non, les médecins, il y avait la pharmacie, monsieur Mius. Oui. Et puis les docteurs, c'était les docteurs d'Harfleur qui montaient. Donc justement, il servait aussi d'ambulance, mon mari. Parce que en 51, dans l'hiver de 50-51, il y a eu une épidémie d'encéphalite. Et le docteur Godard montait, puis il disait, ah, il faut que vous fassiez conduire votre gosse en vitesse à l'hôpital. Alors on venait chercher mon mari. Alors mon mari conduisait le gosse à l'hôpital, bien souvent il n'était pas mort, mais presque. Et puis nous on sortait le dimanche avec les enfants, et j'ai mon deuxième, il a attrapé l'encéphalite. Ah ouais. Alors, je fais venir Godard qui me dit, c'est rien, je fais une crise nerveuse, je vais te faire une potion chez Mius. Et puis le midi, quand on a eu fermé le magasin, midi et demi, je vois mon fils qui faisait des bons, et je me suis rappelé des gosses qui venaient dans le magasin en attendant que mon mari parte avec la voiture. J'ai dit à mon mari, on l'enveloppe et puis on va voir mon vieux docteur Le Chaux. Quand je suis arrivée chez le docteur Le Chaux, il y avait des noms pleins là. Il m'a dit, vous m'excusez mesdames, je prends le petit tout de suite. Alors je lui ai expliqué, il m'a dit, tout de suite à l'hôpital. Et puis tu remplis pas les papiers, il avait attrapé l'encéphalite, mon fils. Alors il est resté beaucoup plus nerveux. Bon, on a même eu de la chance de le sauver parce que les gamins de là-bas, il y en a plusieurs qui sont morts de cette maladie-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup et de après, maladies infantiles. Maman m'a pris mon fils 3 mois après pour qu'il se remette et tout quand il est sorti de l'hôpital, à la campagne. Et on a un cousin de Paris du même âge qui est venu passer des nuits, pourtant c'était un liquage en fer. Donc on avait chacun notre nécessaire. Et bien il l'a attrapé, il est rentré à Paris, il a fallu 52 ponctions lombaires au gamin pour le sauver. C'était une saloperie de maladie. Ouais. Hein.
Alors, il faisait l'ambulancier aussi. Voilà. Ouais, ben, en plus, Il des fois, il y faisait- avait beaucoup de véhicules. Il faisait le du genre. taxi, il faisait tout ça. Ouais. Plus des voitures, il n'y en avait pas beaucoup. Bah, il n'y avait pas Alors, beaucoup. il y Il avait n'y avait pas pas beaucoup de beaucoup. voitures. Pas beaucoup de voitures, hein. Ouais. Et puis, on ne se faisait pas payer. C'était à fond perdu. C'est la solidarité. Voilà. Oh, vous savez, les gosses, ah oui, ben, ça savez. Hein. Vous avez d'autres souvenirs encore là? Ah, ben non, qu'est-ce que je peux dire comme Avec souvenir l'abbé Boulet. Ah, l'abbé Boulet. Ah, tu parles du... Ah, l'abbé Boulet, ça. L'abbé Boulet, c'était un homme formidable, jovial. Je le connaissais avant de monter là, parce que c'était un ami du père de ma belle-sœur. Hein. Mais c'était un bon vivant. Hein. Je me rappelle, un jour, on était chez lui avec ma belle-sœur en train de boire le thé, et puis ça sonne, alors ils disent oh, excusez-moi, ça sonne, j'y vais. Alors il va voir, et puis ah, c'est vrai, je vous avais oublié, bah passez dans la salle à manger, je vous confesse en vitesse. Alors il vient, il me dit c'est deux jeunes mariés que je marie demain, ils viennent se confesser. Alors il va, il laisse la porte entrouverte, il fait alors les enfants, ça va, vous n'avez pas trop péché? Alors il regarde, il dit au gars, puis toi, t'as pas trop. Alors il dit oh, puis après tout ce que je m'en fous, hein, comme je vous marie demain, je vous absolue de tous vos péchés. Il était formidable. Il pensait chez vous aussi à l'épicerie. par Ah, exemple. bah alors là, l'épicerie, le denier du pub, il pensait, il me disait, te dérange pas. Allez, hop, il allait dans le fond, puis hop, petite bouteille par-ci, petite bouteille par-là. Oh, ça, c'était un... Et puis un jour, il vient, il ouvre sa voiture, la voiture qu'il avait eue par le Belge, là, l'industriel belge, dont il avait guéri soi-disant la fille. Il descend Marguerite. Marguerite descend. Puis il me dit, tiens, je te présente ma femme. Il avait un bébé avec, hein. Il avait un gamin. Ah oui, d'accord. Puis la belle maison qu'il y a à l'Encognure, vous avez de la vieille côte, en bas là, il y avait la vieille côte, tu sais, pour monter en vélo. Ton père, il a dû t'expliquer, hein. En bas, quand on est à Harfleur, avant, il n'y avait pas cette route-là, c'était la vieille côte. En face de la gendarmerie, là, ce que ça s'appelait Fleurville, je crois, ou quelque chose comme ça. La maison qui faisait le coin, c'est lui qui l'a fait construire pour Marguerite. Ah, Et leur petit chien aussi qui était toujours avec eux. oui, on en a fait, c'était un gars formidable. Ouais, et puis il avait des dons de guérisseur aussi. quand même. Et puis c'était un grand blessé de la guerre de 14. Hein. Ah oui, ça. Ah oui, hein, ça c'était formidable. Parce que je vois Madame Singer, là, elle avait une espèce de gale, là, vous savez, mais vraiment. Je lui ai dit, bon, bah tu prends de la toile émerie, hein, ça, tu vas gueuler, mais il faut que ça saute. Une fois que ça saute, tu vas te mettre de la crème, je ne me rappelle plus. Et puis je vais prier Saint Rita, tu peux prier Saint Rita aussi, tu crois, toi, alors bon. Et puis dans 8 jours, t'as plus rien. Et bien 8 jours après, il n'y avait plus rien. Il avait débuté dans le quartier des Neiges. Ah, moi, je l'ai connu avant la guerre, avant le quartier des Neiges, oui, parce qu'il faisait des... Il était aumônier sur le port. Il était aumônier sur le bord. Moi, il est venu à ma communion solennelle, à Notre-Dame, et il arrivait dans la crique, il faisait « Je bats très bien, madame la marquise ». Il n'est pas monté en grade, parce qu'il faisait des, comment, tu sais, pas des folies bergères, mais comment ça s'appelait, les revues de Dranel ou un chose comme ça. Il faisait des revues, mais vraiment. Ah ouais. Oui, alors, forcément, ça ne plaisait pas à l'évêché. Hein. Mais alors, ça a toujours été un bon vivant. Nous, dans Notre-Dame, on le connaissait bien aussi. Hein. Ah oui, ça vraiment, ça c'était un bon curé. Je dis, quand on allait en enterrement d'une cliente ou d'un client, toujours, l'hiver, il leur faisait porter du charbon aux gens qui savaient qu'ils n'avaient pas de charbon. Ah oui, il y avait beaucoup de gens. Ah oui, parce que si vous rentrez, le jour où vous recevez, il recevait 2 fois la semaine dans l'église pour les guérisons. Et quand vous alliez chez lui, vous sonniez, dans l'entrée, il y avait Sainte Rita et avec un petit truc à côté. Alors on sortait, il disait oublie pas Sainte Rita. Et puis les Mais par exemple, il disait ah, mais il ne faut pas que je demande au maire d'ici de me réparer l'église, hein, c'est Sainte Rita qui paye. Il disait toujours tiens, à Georges, pas à Georges, à Raoul. Raoul le connaissait bien, hein, parce que c'est Raoul souvent qui réparait l'église.
Ah oui. Et puis les divertissements, est-ce qu'il y en avait un petit peu quand même à cette Oh, époque-là? non. Il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas des petits balles, des petits... Oh, il y a eu un ou deux balles Ça, sur la place, là, à côté du sanitaire, tu sais, là. Une ou deux fois, on a Ah, dansé. peut-être, Ouais. oui, Ouais. ça c'est peut-être Puis pas- même les fêtes du 14 juillet, tout ça, il n'y avait rien qui se faisait. Il n'y avait pas encore l'équipe de football et puis tout ça. Ah non. C'était pas encore, Non. il n'y avait rien de tout ça. Non, il n'y avait rien de tout ça. Ben oui. Puis au début, vous savez, c'était des gens, il y avait des officiers mécaniciens, je vous dis, il y avait un peu de tout, des pompiers, tout ça. Hein, et puis après, ben c'est... L'école n'était même pas encore commencée, je crois qu'elle a commencé en 52 avant moi, non? Ah ben l'école, par chez nous, il n'y en avait pas, un Gaunois. Parce que c'est L'école. parti en 51, vous c'est ça? Oui, mais il n'y avait pas. Il y avait pas à encore Philippe d'école. Maurice, il n'y en avait pas. Non, non. Mais il y en avait une école par ici. Une école par Il ici. fallait monter sur le centre. Voilà. Après. Ben, je crois que c'est en 52 que ça a démarré l'école. Sur Marseille Gondoin. Oui. Vous étiez déjà parti. Ah oui. C'est nos cousines, quand on croit, Micheline et puis Nicole. Nicole, ouais. Et puis après, c'est papa, maman qui ont repris. Mais ça marchait bien, il y avait du monde. Hein. Ah bah oui. Nous, au début, ça marchait drôlement bien. Je dis, le camion de pinard, il montait tous les jours. Allez, ça Tu te va. rappelles? C'est ça qui marchait le plus, non? Ah bah les légumes aussi. Les hein. légumes aussi, On, oui. on Ouais. vendait un peu de légumes. Ouais. Et puis le lait, le comptoir réfrigéré. Je me rappelle Ah, une fois, il était descendu chercher des légumes. J'étais toute seule, j'étais enceinte de moins 7-8 mois. Il y a un contrôle économique qui passe pour le lait. Alors, moi, je ne pouvais pas soulever ma chaîne de lait. Hein. Je prenais la chaîne de lait. J'avais laissé là. Il voulait me foutre une contredanse parce que je n'avais pas... Alors, je lui dis, mais... Il m'a dit, mais oui, mais vous voyez pas, vous, comment vous vendez votre lait, ceux que vous servez tout de suite, ils vont avoir toute la crème, puis les autres, ils vont avoir... Et j'ai dit, je suis pas si con que ça, hein. J'enfonce le godet, puis je tire, puis quand je suis à moitié, je le verse. Mais vous voyez dans les tables, tiens, puisque vous êtes là, vous m'aidez. Alors, à Madame Bachelet, qui était souvent... On arrête tout de suite de la crème, il n'y en a plus dans le lait. La mère Bachelet qui était là, dit, oh, vous n'avez pas la faire tuer, elle est assez gentille comme ça avec nous, hein. À chaque fois, elle me défendait, elle, quand elle était là, elle était Je suis l'aîné de 13 enfants et j'ai vécu à la cité Marcel Gondoin de 1948 à 1962. Voilà. C'est bon? Je suis Rolande Tétorel. Mes parents habitaient le baraquement B9 à la cité, comment, le Confit de Maurice, puisqu'on va rester avec les cons-cigarettes, autant on est resté, puisque c'est comme ça qu'on les appelait. Donc nous sommes d'une famille de 7 enfants, et j'ai quitté le camp Philippe Maurice en 1959. Voilà. Que dire d'autre, je ne sais pas. Il y aurait tellement de choses à dire, en plus il en reste des choses à dire, oui, oui, oui. Sur les frères, les sœurs. Ah oui, parce que tout le monde a marqué un jour toutes ces petites aventures, oui, les tantes, les cousines, ma grand-mère, Madame Fromont. Alors là, je tiens absolument à parler d'elle, parce que c'était une dame qui a eu 13 enfants, et qui a fait beaucoup de bien autour d'elle au camp Philippe Maurice. Je pense qu'elle a dû marquer assez de gens, puisqu'elle a mis plein d'enfants au monde. Quand Mademoiselle Jouvin, la sage-femme, ne pouvait pas monter au camp Philippe Maurice, bon, elle se chargeait d'aller aider les mamans et de mettre les enfants au monde. Voilà. Il y avait une deuxième femme qui faisait ça, qui aidait certainement ta Ma grand-mère, certaine Madame Colas. oui, Madame Collas, je me rappelle très Elle très habitait bien. un petit peu plus Un fort petit- que toi, Voilà, c'est à ça. côté des Ernots. Oui. Ah. C'est ça, oui, Madame Collas. Madame Colas, elle a mis un nombre incroyable d'enfants au monde. Voilà, comme avec ma grand-mère, c'est vrai, c'était quelque chose. Elle assistait les femmes tout le temps. Ouais. D'ailleurs, on allait tout le temps la chercher. Même quand la sage-femme était là, devant Voilà. la sage-femme. Ouais, c'était un métier complètement différent aujourd'hui, par rapport à aujourd'hui. La maternité. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous avez que des bons souvenirs des camps? Oh oui, oui, moi excellent, je n'ai aucun mauvais souvenir. Le camp Philippe Maurice, pour nous, c'était. On avait nos chambres, c'était des. Enfin, nous, on ne connaissait pas autre chose de toute façon, puisqu'on était beaucoup trop jeunes quand on y est arrivé.
Et puis il faut dire aussi qu'au début, le camp Philippe Maurice, au début de son existence, c'était quelque chose qui était très organisé. Les gens s'entraidaient, tu te rappelles? C'était quand même... Bon, après, je ne sais pas ce que c'est devenu parce que je n'y suis jamais retournée, puisque mes parents sont partis aussi. Oui, quelqu'un qui avait des besoins et que l'autre personne pouvait aider, ça posait jamais un problème. Non, les gens s'entraidaient. Par exemple, donner un sac de farine, 6 œufs, des trucs comme ça. Il suffisait que la personne dise cette semaine, je n'ai plus du tout d'argent pour nourrir mes enfants. Et tout le voisinage. C'était solidaire. Tout le voisinage venait en aide. Il y a beaucoup de solidarité. C'est Ah vrai. oui, Beaucoup de solidarité. oui. Il y en a un qui donnait 1 kilo de patates, l'autre qui donnait 2 œufs, l'autre en donnait 2, et puis ainsi de suite. Puis on arrivait à pouvoir nourrir la famille assez facilement. Assez facilement, ils étaient des... Moi, ça m'est arrivé beaucoup avec les gens que j'avais autour. Je savais à qui m'adresser tout de suite. Puis il y avait des jardins aussi. Ouais. Mon père avait un jardin, et bon, il cultivait son jardin, on avait les choux, les haricots, les poireaux, les salades, enfin il y avait ce qu'il fallait. Tu te Et on rappelles, dans ne la volait pas, descente, là, ouais. on allait chercher... Et c'est marrant parce qu'il n'y avait jamais de vol dans nos jardins. Ils n'étaient pas enclos, Non, mais il n'y avait pas de- d'enclos. On cultivait le jardin et il n'y avait jamais une salade qui manquait. Et si la personne elle avait un problème elle ne pouvait pas finir son mois parce qu'elle avait un problème, un enfant qui était tombé malade ou un truc comme ça, Oui. elle venait voir nos parents, les parents ils lui donnaient une salade, un kilo de patates, ça Ouais, ne il y posait avait aucun jamais- problème. il y avait jamais de problème. Le jardin à mon père était à côté du Somade. À côté, Ah, oui. Somade. Papa, il était à côté de chez Madame Coidou, Ah ouais. juste en face. Comme un petit peu en contrebas. Oui, oui. Vous pourriez presque resituer toutes les maisons, refaire le plan de tête comme ça, malgré toutes ces années. Bah oui. Bah oui. Oh, Je pourrais, Michel, il a tellement voyagé, il Ah, faisait je tellement pourrais- de choses. je pourrais, mais il y a des noms qui maintenant que j'ai oubliés. Ouais. Donc c'est pour ça que je tenais à ce qu'elle soit là. Mais j'avais demandé à Roger Petit aussi de venir. Et je suis tombé sur sa sœur qui est handicapée. Et je ne sais pas si elle a bien transmis le message. D'accord. Parce que moi je pense qu'il faudrait que tu l'invites, Roger Petit. Il est dans les maisons de Méville, dans les petites maisons à Méville. D'accord. Et il est dans la mer, parce que c'est là que je l'ai trouvé, alors pas de problème. Moi, j'avais une question à vous poser, c'est Ouais. pourquoi, d'après vous, tout a été rasé comme ça et qu'il ne reste, comme si qu'on avait voulu Et Patrick. qu'il reste plus de traces, qu'il reste plus rien, qu'on a. C'est dommage d'ailleurs. Ouais. Parce que quand je J'aurais pu en descends, laisser une baraque. quand je vais par En là, souvenir. je sais que je tourne toujours la tête, je sais pas si ça te fait ça. On a toujours une émotion quand on passe. Il reste plus que le transformateur. Oui, puis il restait pendant un moment, mais maintenant ça y est, c'est parti. Il restait le petit carré de ciment où on attendait le bus. Ouais. Et maintenant, lui, il est parti, on ne voit plus. Non, parce que vrai. là, ce qu'il faut, C'est dommage qu'ils aient mais, tout. Oui, mais c'est dommage. il faut se mettre à la place des municipalités successives. Parce que pour eux, ça a été une sacrée épine dans le pied, les deux camps. Hein. Ça leur a posé beaucoup de problèmes. Bah voilà, on est passé de 800 habitants à 8000, je crois que c'est ça, d'un c'est- seul coup, avec toute l'arrivée des gens sur les camps, il a fallu gérer ça quand même. C'est M. Bérard qui était maire à l'époque. Oui, même M. Frébourg aussi. Hein. Frébourg, oui, qui était un peu avant. Parce que ce qu'il faut se rappeler, moi je peux donner des points de repère quand même. Il y a Mme Debray et Mme Pierre-Bras, et c'était deux femmes résistantes et deux femmes qui ont été en concentration toutes les deux. Et quand on est arrivé à Marcel-Gondin, c'est eux qui ont commencé à organiser un petit peu la cité au niveau de l'entraide entre les gens. Parce qu'il y avait des gens qui arrivaient à la cité, qui n'avaient même pas assez de lits pour coucher leurs enfants. Hein. Au départ, c'était un peu ça. Et donc on avait une certaine solidarité organisée par ces femmes-là, et qui faisaient partie après des femmes françaises, qui ont été femmes françaises. Et c'est ces deux femmes-là qui ont organisé la première garderie municipale. Elle n'est pas partie de la mairie, garderie municipale. Elle n'a pas été organisée par la mairie. Elle est partie de ces femmes-là. Elle est partie de ces femmes-là qui ont voulu occuper les enfants le jeudi. Alors c'est avec plusieurs personnes de la cité qui encadraient les enfants. On partait de la cité à pied, on passait devant l'usine de peinture qui n'existait pas encore. Au début, en 1948, elle n'était pas là.
Et on passait à travers champs, hein, sur une ancienne route militaire. Hein. On arrivait derrière la cité de l'hôpital et on allait dans le parc d'Orcher à pied, de là à là. Hein. Et quand ces femmes-là, quand ils ont voulu acheter un petit peu de matériel pour nous occuper des ballons, des trucs comme ça, ils ont été voir M. Freibourg, et c'est là que M. Freibourg a dit les garderies vont devenir municipales. Donc c'est la première. Après, on l'a organisé à l'ancienne école de Arthur Flory, et là, c'est là qu'on a commencé à avoir des problèmes pour trouver des moniteurs, etc. Donc c'est là que j'ai été m'inscrire aux Franches et Franches Camarades, au Havre, pour avoir une formation de moniteur. Okay. J'ai eu une formation de moniteur, de directeur de colonies de vacances. J'ai fait ça pendant tous mes congés payés quand j'étais chez Caillard et chez Duchesne. À chaque fois, alors j'allais au CREP d'Ouggat pour apprendre à être directeur de colonies de vacances, et j'ai fait même de l'économat pour les colonies de vacances. Bon, tout ça pour essayer d'organiser les garderies municipales. Il y avait d'ailleurs Madame Garelli qui a été économe de la garderie municipale pendant longtemps. Mais M. Freibourg était maire de Gournay. Non, les Confreville d'Orcher. Ah bon? Oui, Gonfreville, oui. Je croyais que c'était Gournay. Non, non, il habitait à Gournay. Ah d'accord. Et son fils est toujours sur les terrains à son père. Bon. Monsieur On Freibourg. va... Vous avez tellement comme choses à dire tous les deux qu'il faudrait qu'on prenne des heures et des heures. Non, Mais c'est voilà. bien, je suis content. Oui, Monsieur,